Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'ouvrir ce webinaire en présence de Françoise Balaguer que je présenterai un petit peu plus un peu plus tard. D'abord, je vous présente tous nos vœux au nom de tous les membres du CEMA, le Centre d'enseignement des modes amiables. Et aujourd'hui, alors, j'ai quelques éléments pratiques à vous donner, mais vous les connaissez déjà peut-être. Vous savez que pour ce webinaire, comme pour les précédents, il va durer environ 1h30 jusqu'à 20h. Vous pourrez poser vos questions à travers le Q&R, les questions-réponses. Nous serions heureux de savoir d'où vous nous regardez, si vous voulez nous écrire à travers le chat. Pour ceux qui ont pu visionner les webinaires précédents, vous vous souvenez que la dernière fois, nous étions en présence du philosophe François Julien, un webinaire qui était animé par notre président Bertrand Delcourt. Vous savez également peut-être que ces webinaires valent 1h30 de formation continue pour ceux d'entre vous qui auront bien assisté à la totalité de la séance. Et vous pourrez donc en faire la demande par une demande d'attestation de formation continue, par une demande sur le site du CEMA, donc qui vous sera, je crois, qui vous sera précisé dans le chat, c'est semaphore avec un s.org. Et voilà, d'ores et déjà, j'aurais dû le dire à la fin, mais je peux commencer par le dire, prenez rendez-vous pour le 12 mars pour notre prochain webinaire qui aura lieu et que j'aurai le plaisir d'animer à nouveau d'ailleurs, qui aura lieu sur la médiation administrative en présence d'Elsa Costa, qui est magistrate. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Françoise Balaguer. Alors, je vais faire une mauvaise blague. Je suis étonnée d'ailleurs que ça n'ait pas été déjà dit, mais je disais à Françoise que c'était un très beau nom, à Balaguer, pour être spécialisée dans les modes amiables de résolution des différends. Je trouve ça magnifique. Dommage que tes parents, Françoise, ne t'aient pas appelée Antoinette, comme ça aurait vraiment fait à Balaguer. Et moi, je me permets de dire ça. Bon, c'est une boutade, mais j'aime bien les jeux de mots. En tout cas, Françoise, merci d'être là aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir, comme tu le sais, d'avoir accepté cette invitation. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 an. Ça a été une très belle rencontre. Et tu as tout de suite accepté de parler plus longuement de l'histoire passionnante des modes amiables que tu avais déjà un petit peu déroulée lors de notre formation commune à l'EIMA. Et alors, pour te présenter, alors ça va être un petit peu long parce que tu as beaucoup de titres. Tu es aujourd'hui évidemment avocate au barreau des Pyrénées-Orientales et je crois que tu vis à Perpignan, d'où un petit accent ensoleillé dont nous allons nous ravir, qui va nous ravir pendant 1h30, avec du soleil et de la chaleur dans la voix. Tu es docteur en droit privé et, sauf erreur de ma part, en droit de la santé également, tout comme moi. Tu as fait un DEA de droit de la concurrence et de la consommation et tu as également fait un DESS d'urbanisme et d'aménagement. Tu as été enseignante à l'université de Perpignan, donc tu as tout un parcours universitaire. Tu es formée et tu es surtout formatrice en processus collaboratif et membre éminent de l'Association française des praticiens du droit collaboratif, l'AFPDC. Et tu as également publié un certain nombre d'articles, toujours sur les modes amiables, la médiation, le droit collaboratif, l'accompagnement des avocats en médiation, etc.
Voilà. Alors, je te sais passionnée d'histoire. Quand nous avons préparé ce webinaire, j'ai entendu au passage que ta mère est professeure d'histoire, ceci expliquant cela. Donc, tu nous as préparé une frise historique des modes amiables que tu fais remonter à l'Antiquité. Donc, j'ai noté, et je ne te couperai pas l'herbe sous le pied, hein, mais j'ai noté quand même que tu vas préciser l'histoire sur 3 temps. Donc, d'abord l'Antiquité, ensuite du Moyen Âge au milieu du XVIIIe siècle, et enfin de la Deuxième Guerre mondiale à nos jours. Et là, on va voir qu'il y a un développement extrêmement important dont nous avons tous conscience, hein, puisque nous nous en réjouissons et nous y participons activement. Voilà, Françoise, pour te présenter. C'est une belle histoire des modes amiables qui nous attend et je souhaite un bon webinaire à tout le monde et je te laisse la parole. Bien, je te remercie, Nathalie. Je ne t'ai pas coupé, même si à un moment donné j'ai eu envie de le faire, puisque c'est vrai que c'est la première fois qu'on me fait un si joli, beau euh, jeu de mots sur le nom de famille, qui n'est point le mien, mais qui est celui qui est de mon mari. Donc, mais cela étant, j'avoue qu'à Balaguer, j'ai trouvé ça magnifique. Donc, merci, merci à toi de m'avoir emmené aujourd'hui à ce webinaire. Je remercie aussi l'ensemble du CEMA pour me faire confiance sur ce temps, sur ces 2 heures de présentation. Oui, ça va être un séminaire un petit peu ensoleillé et rempli de la couleur du Sud. J'ai vu que dans les participants, le Sud était représenté, parce que j'ai vu le Liban, j'ai vu les Pouilles, j'ai vu Carcassonne, j'ai vu Toulouse. Ça, c'est le vrai Sud. Après, c'est le Grand Nord. Donc, je ne prêcherai pas dans l'inconnu. On va effectivement remonter le temps. Moi, je dirais, peut-être en restant un petit peu dans l'actualité cinématographique, on va où se jouer des visiteurs et on va repartir dans le couloir du temps, ou alors on va utiliser, ou alors vous allez être peut-être, mais Marty McFly, c'est-à-dire cet ado qui était avec le professeur Emmett Brown dans Retour vers le futur. Et vous allez voir que ce retour dans le passé va être en fait un aller dans notre futur. Puisque si aujourd'hui les modes amiables sont mis en lumière et sont mis au devant de la scène sous des prétextes qui pour moi sont quelque peu fallacieux, c'est-à-dire satisfaire l'intérêt de chacun, d'être un peu plus mis... d'être un peu plus plaideur, c'est-à-dire que la partie au contentieux devient plaideur, et où que ces modes amiables ont surtout besoin de rendre la justice plus humaine et plus proche de cette partie, et que pour souvent des délais de justice, on nous dit que les modes amiables sont là parce qu'ils permettent donc de rendre la justice moins longue. Tous ces, euh, tous ces éléments, enfin, moi je dis toutes ces fausses raisons pour utiliser les mots amiables ne doivent pas nous faire oublier qu'ils ne sont pas une construction récente et qu'ils ne sont surtout pas une transposition ni une imitation des alternatives dispute resolutions américains qui ont été mis en avant dès les années 90. Je vous l'ai dit, cette modernité, elle ne doit pas du tout faire oublier qu'ils s'inscrivent dans une très longue tradition historique et que nos bonnes amiables rejouent avec leur histoire, car, on va le voir, ces modes amiables sont et ont été toujours d'imprégnation contractuelle. À toutes ces questions, l'histoire apporte des réponses et à nous de les comprendre et d'en faire bon usage. Alors Nathalie, tu l'as dit, hein, on va dérouler ce temps sur trois temps, 3 rythmes, avec des rythmes qui seront effectivement... Alors je vais partager en même temps le webinaire que
Le PowerPoint. Ouais, le PowerPoint. Clic, clac. Là, normalement, il est bon, hein, il est à l'écran. Oui. Voilà. Le PowerPoint qui va donc, qui décompose la feuille, la diapositive qui décompose le temps tel qu'on va le voir. On va commencer par l'Antiquité. Puis ensuite, on fera un premier saut dans l'époque un peu grande du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Puis ensuite, on arrivera dans une période qui sera plus proche de nous, que l'on comprendra mieux, qui sera celle de la Seconde Guerre à nos jours. Et vous verrez que ce temps, je vais l'entrecouper de petits temps, puisque chaque petit temps, avec ces périodes troublées, va nous expliquer pourquoi on est venu aux modes amiables en ces temps-là. Commençons par le commencement, commençons par ces procédés anciens. Les solutions négociées apparaissent directement dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et plus particulièrement au chapitre 18, où Saint Matthieu écrit hop, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire les reproches, seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné un frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis, tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis, si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. » Dans ce passage, Jésus prêche la discussion, élément indispensable qui caractérise l'amiable. Le dialogue apparaît en premier lieu entre les parties. Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Si la discussion entre les parties n'aboutit pas, alors Jésus suggère de faire intervenir des tiers, 1 ou 2 personnes, afin que l'affaire soit réglée. On peut voir dans ce processus, c'est-à-dire système hors du procès, les prémices de la conciliation ou de la médiation. Ce passage de Saint Matthieu met en avant le rôle de l'écoute. Rôle de l'écoute que l'on sait primordial comme outil lorsqu'on pratique les modes amiables. L'écoute, elle est au centre du processus de résolution du conflit et elle a pour finalité, cette écoute, de rapprocher les individus. La notion d'accord est mise en avant. Si 2 d'entre vous sur terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux, nous dit Saint Matthieu. La paix, ainsi obtenue, sera récompensée par Dieu. Cette notion de paix caractérise la philosophie des modes amiables qui, en mettant fin aux litiges et aux conflits, conduisent à rétablir la tranquillité et la sérénité. On retrouve dans la Bible un autre passage qui nous parle des modes amiables. C'est Saint Paul qui nous notifie tout ça dans la première lettre qu'il écrit aux Corinthiens. Dans ce passage, Saint Paul écrit « Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez des juges comme gens qui n'ont pas d'autorité dans l'Église. Je vous le dis à votre honte, n'y aurait-il parmi vous aucun homme assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Pourtant, un frère est en procès avec son frère, et cela devant des gens qui ne sont pas croyants. » Saint Paul critique les chrétiens de Corinthe en ce qu'ils vont vers les tribunaux, évidemment les tribunaux païens, pour solutionner leur discorde, alors qu'il y a forcément dans la communauté un homme assez sage pour servir d'arbitre. Saint Paul, dans ce passage, dans cette lettre, pousse les chrétiens vers les solutions amiables, dans lesquelles un tiers intervient. Voilà les prémices dans la Bible des modes amiables. On retrouve ces prémices dans les origines antiques.
La médiation, l'arbitrage, la conciliation sont des procédés qui ont été fréquemment utilisés dans cette période. On voit que l'arbitrage et la médiation ont été pratiqués en Mésopotamie en 2000 avant notre ère. L'arbitrage était plus particulièrement pratiqué en droit public et permettait à régler les conflits entre les États. Et la médiation était exclusivement utilisée en droit privé pour assurer le règlement des conflits entre les marchands ou entre les membres d'une même famille. À Rome, bien que les Romains ne fassent ni usage du mot mediatio ni de celui d'arbitre, ils avaient utilisé et ils avaient développé plusieurs institutions qui permettaient la résolution des conflits en dehors des voies traditionnelles et classiques. On remonte 451 avant Jésus-Christ, donc reprenez votre frise chronologique. Après de longues tensions entre les démocrates et les aristocrates, les tribuns de la plèbe proposent un compromis avec la création d'une commission mixte chargée de rédiger les lois communes aux plébéiens et aux praticiens. En 453 avant Jésus-Christ, le Sénat envoie une délégation de 3 sénateurs à Athènes pour étudier les lois de Solon et celles des autres cités grecques. Et quand ils reviennent à Rome, les consuls et les tribuns de la plèbe se mettent d'accord pour laisser l'administration de la cité à un collège de 10 anciens consuls que l'on appelle les décemvirs. Et ces consuls vont créer la loi des 12 tables. D'abord, on va avoir un premier pan de 10 tables, puis ensuite, il va falloir 2 ans pour que les 2 autres pans de notre lot des 12 tables soient enfin entiers. Ces lois, je vous le rappelle, parce que l'histoire du droit, je dirais nous qui sommes vieilles, en tout cas moi, remonte à l'histoire du droit, c'était première année de droit et c'était à un moment donné quelque chose que l'on faisait un petit peu rapidement qui, en ce qui me concerne, me pompait un peu, comme on dit, comme quoi. Ces 12 tables, elles sont affichées sur 12 tableaux de bronze. Les 12 tables, si je vous en parle, c'est qu'il y a une raison, c'est que la table 3, vous imaginez comment on aurait dû mettre ça dans notre sac, nous juristes d'aujourd'hui, la table 3 des 12 tables, elle a un thème principal. Elle parle de la dette. Et elle indique, alors je vais vous faire grâce de mon anglais, je vous ferai un peu grâce de mon latin, mais quand même, elle nous dit, cette table 3, erat autem ius terrea paesicendis as si pactis forent abebantur in vinculis dies segantita. La loi permettait aux parties de s'arranger à l'amiable et à défaut d'engagement, le débiteur était enchaîné 60 jours. Voilà ce que je vous ai dit en français, c'était ce que je venais de vous dire en latin. Voilà l'amiable à Rome. On permettait, dans le cadre d'une dette, à notre débiteur et à notre créancier de trouver un arrangement. Et s'il n'y avait pas d'arrangement, eh bien, notre débiteur était enchaîné 60 jours. Entre parenthèses, ça me fait un peu penser à cette période 2015-2019 où nous avions besoin de mettre en place un amiable avant de saisir le juge et où nous voyons ces mises en demeure poindre de ce genre-là. Coucou, je voudrais bien d'un petit arrangement, mais quand même considère ma petite lettre comme une mise en demeure et dans les 15 jours, je t'envoie au tribunal. Voilà un petit peu, mise en demeure 2015-2019. On était un peu sur ce principe-là de la loi des 12 tables. En 534, toujours avant Jésus-Christ, le digeste de Justinien fait allusion à l'arbitrage. Et l'arbitrage, dans ce corps de texte, a 2 sens. D'abord, on nous parle de l'arbitre dans le cadre de la iudicis arbitrive postulation, qui, à l'inverse du juge, n'est pas tenu par les articles stricts de la loi et qui peut prendre en compte les circonstances des différends et juger en toute équité. Soit alors il s'agit
de l'arbitre ex compromission, qui lui est investi par les parties d'une certaine autorité. Il rend une sentence définitive, et ça c'est quelque chose d'important, sentence qui ne pouvait pas être, qui devait être plutôt suivie par les parties, parce que ces dernières, dans le cadre du contrat qui les liait à l'arbitre, avaient accepté que quoi que l'arbitre déciderait, elles exécuteraient sa décision. Le digeste consacre un titre entier, qui est le titre 4, qui s'appelle De Receptis quid arbitrium receperunt und sententiam dicant. En 126 avant Jésus-Christ, je vais très vite, moi là, nous trouvons la Lex Aebusia. On est toujours à Rome. Elle est introduite par un juriste consulte qui s'appelle Sextus Aelius, et notre jurisconsulte impose ce qu'on appelait la procédure formulaire ou la litis contestatio. Apparaît ici, là, à ce moment-là, les origines contractuelles du procès romain. La litis contestatio, ou cette procédure formulaire, elle débute par une citation de comparaître en justice. Le demandeur intimait au défendeur de se rendre avec lui au tribunal. Souvenez-vous, nous sommes au forum de Rome. Le demandeur indiquait l'action qu'il voulait intenter et il remettait à l'adversaire copie des documents qu'il voulait produire devant le juge. Tiens, ça nous rappelle quand même certains principes de notre droit actuel. Si le défendeur reconnaissait les prétentions du demandeur, le procès prenait fin. À défaut, on désignait un juge qui ne jouait plus qu'un rôle d'arbitre. Il devait vérifier le fondement des arguments des parties et rendre un jugement équitable. Cet arbitre, ce tiers, il avait un peu un double rôle. Il était à la fois le médiateur et l'arbitre, et il avait pour mission de régler à la place les parties en cas d'échec de l'amiable. Avec le temps, l'arbitrage tel que je vous l'ai défini va être un petit peu oublié, surtout après que Rome va chuter 476, si je ne m'abuse. En Grèce antique, les oracles étaient un aspect fondamental de la religion. Les oracles étaient rendus par certains dieux dans des lieux précis et suivant des rites rigoureusement établis. L'oracle, c'était la réponse qui était donnée par le dieu à une question personnelle qui concernait généralement l'avenir et qui nécessitait le plus souvent une interprétation. On connaît tous l'oracle de Delphes qui permettait d'interroger le dieu Apollon parce que c'était l'un des plus célèbres de l'Antiquité, surtout l'un des plus écoutés. Voilà un peu l'amiable en Grèce. Et n'oubliez pas quand même que cet oracle de Delphes a été consulté jusqu'au IIe siècle avant Jésus-Christ. On retrouve l'amiable en Grèce, lorsqu'on lit le philosophe Plutarque, et en particulier dans l'un des 14 dialogues qu'il écrit dans un de ses ouvrages qui s'appelle Sur les délais de la justice divine. Vous vous rendez compte? Déjà on parlait de délai de justice. Et Plutarque écrivait « Cette prétention à tout vouloir arbitrer dans les conflits entre les hommes par des règles publiques, lesquelles sont incapables par nature d'embrasser la diversité de la vie et de pourvoir par avance à ces dérèglements. » Nous sommes quand même il y a très très longtemps. Et on nous dit déjà l'avenir. C'est pour ça que je vous parlais du couloir de temps des visiteurs et du retour vers le futur. On a aussi notre philosophe stoïcien Épithète qui, dans les pensées, écrit « Un joueur de luth n'a pas plutôt pris son luth qu'il voit quelles cordes ne sont pas d'accord et qu'il les accorde sans peine.
Pour vivre sûrement dans le commerce des hommes, le sage doit avoir l'art de faire de ce que le joueur de luth fait de ses cordes, voir ceux qui sont discordants, les accorder et les ramener à l'harmonie. Socrate a eu cet art. Notre philosophe, il compare le joueur de luth ou notre sage au joueur de luth. Le sage peut être assimilé au médiateur, au conciliateur, qui met fin aux discordes, aux disputes, et qui accorde les hommes pour retrouver cette harmonie. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est vraiment, je crois que quand on fait de l'amiable, cette phrase, cette expression, ce temps d'épithète a tout sens. Et moi, j'ai toujours avec moi un petit morceau que j'avais, que je dis, je le répète, volé, entre guillemets, parce que c'était à disposition. À Iphomène, lorsque j'ai fait mon titre de médiateur, il me suit partout, il est tout pourri, vous voyez, il me suit partout. Et Iphomène disait, c'était une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, et il disait, le plus beau métier du monde est de réunir les hommes. Voilà, et c'est dans ce sens que l'amiable est quelque chose, je trouve, d'admirable. Le plus beau métier du monde, je suis d'accord. Après qu'on ait donc fait notre saut dans cette période que l'on ne connaît plus, si ce n'est quand on visite Rome, quand on va visiter la Grèce, on va commencer un petit pas, un petit saut dans la période du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Vous allez voir, cette période, on va l'entrecouper de petits temps. Rappelez-vous, le Moyen-Âge, ça date pas d'hier, comme on dit. Avant la découverte du droit romain, le pouvoir a été confisqué par les seigneurs locaux et à ce moment-là, le roi est affaibli. Le territoire est morcelé, les pouvoirs féodaux qui caractérisent la France au Moyen-Âge favorisent la multiplication des justices privées et familiales. Le roi cherche à affirmer sa nature supérieure et pour ce faire, il installe un peu partout dans son royaume des juridictions. On va retrouver le premier sens du mot procès en 1174 dans le Grand Robert de la langue française. Et cet ouvrage révèle que le premier mot attesté de procès est celui de titre juridique et de contrat. La trace de ce sens primitif se retrouve aujourd'hui dans le procès-verbal d'acceptation, dans le procès-verbal d'accord. Je renvoie les familiaristes au droit de la famille et au divorce, et on a ce genre de choses. Et je renvoie les autres vers les anciennes TI, les TI, et toutes ces choses que nous avons un temps connues. La juridiction, là, ça c'est compliqué à dire, la juridictionnalisation du règlement des différends, dissociant le procès du contrat, apparaît surtout à la suite des règnes de Philippe Auguste, 1165-1223, de Saint-Louis et de Philippe le Bel. Philippe le Bel finit en 1314, qui vont participer à l'essor de la monarchie capétienne et à la consolidation du pouvoir royal. Décembre 1963, le roi Jean de Lebon a rendu la première ordonnance en matière d'arbitrage. Ainsi se construit une première caractéristique de l'arbitrage en France. Si celui est bien hérité du modèle romain et par essence soumis à la seule volonté des parties, il n'en demeure pas moins une voie de justice soumise au contrôle du roi. En effet, dans cet arbitrage-là, quoi que les parties aient décidé, leur affaire finira toujours en appel et elle sera toujours portée devant un juge. Nous avons, pour reformuler, nos parties qui trouvent un accord, mais cet accord sera quand même validé par un juge parce qu'à ce moment-là, il faut que le roi reprenne possession de son territoire et qu'il ne peut accepter que le peuple fasse la justice à sa place. Au XVe siècle,
nous avons le roi François II. François II, il n'a pas duré longtemps parce qu'il a régné 1 an. Mais il a fait des trucs. Il ne faut pas quand même lui enlever ce qu'il a fait. Et il va faire plein de choses, François. Il va travailler avec le chancelier Michel de l'Hospital et ensemble, ils souhaitent imposer pour certaines personnes et pour certains types de différends un mode de règlement des litiges qui soit en même temps extrajudiciaire et un règlement par ses pairs. Il s'agit de rendre obligatoire l'arbitrage entre marchands ainsi qu'entre membres d'une même famille, les deux relevant de la même philosophie. L'idée, François II, il l'appliquait aux Provençaux, ceux qui étaient en Provence, qui au XVe siècle avaient demandé au roi de leur permettre de faire intervenir un tiers, autre que les juges du royaume, pour régler les différends entre les marchands, première catégorie, et entre les parents, deuxième catégorie. Et c'est par un édit de Fontainebleau d'août 1560 que François reprend l'idée, mais cette fois-ci pour l'ensemble du royaume. Nous avions donc une première, on va dire, exception qui était la Provence, au sens territorial de l'époque. Et donc, François a permis sur l'ensemble du royaume que nous ayons un arbitrage exclusif sur les litiges entre marchands et sur les litiges entre parents. Et il décide donc, François, de renvoyer les marchands qui seront en conflit pour fait de marchandises devant 3 personnages, ou plus grand nombre, toujours en nombre impair, marchands ou d'autres qualités. Ce qui sera jugé et arbitré par eux, dit le texte, tiendra comme transaction ou jugement souverain. Ça devrait, tous ceux qui font de l'amiable, vous rappeler plein de petites choses qui existent aujourd'hui. Et cet arbitrage-là, cet accord-là, cette décision, et le mot ne me plaît pas dans décision, mais cet accord tiendra lieu de jugement et ne sera pas soumis à l'appel. Les parents, l'autre catégorie, quand ils seront en conflit sur des problèmes particuliers, le texte nous dit de division et de partage successoraux, de biens communs, de biens communs, de tutelle, de restitution de dot, choisiront de bons et notables personnages, soit de 1 à 3 parents, on est toujours dans quelque chose en nombre impair, il n'y a pas de binaire, parents, amis ou voisins. Donc, évidemment, vous l'avez compris, nos arbitres ne sont pas des juristes à cette époque-là. Comme en droit romain, l'arbitrage de l'ancien droit commence toujours par un compromis, par lequel les parties organisent la procédure arbitrale comme ils l'entendent. Nous sommes sur un contrat et ce sont les parties qui déterminent la loi du contrat. Je vérifie que je ne suis pas avec mon PowerPoint parti, parce que c'est où je vous ai à l'écran, je n'ai pas mon PowerPoint à l'écran. Et ce compromis dont je vous parle nous renseigne sur la qualité des parties, sur la qualité des arbitres. On va s'apercevoir au fur et à mesure du temps que les parties ne choisissent pas, comme l'impose l'édit de Fontainebleau, des amis, des parents ou des voisins, et qu'elles vont au fur et à mesure un peu détourner la loi et qu'elles vont quand même prendre des parents, des amis ou des voisins, mais qui seront juristes. Fini le copain du coin, on va prendre un faux copain qui aura une vraie qualité juridique. On va aussi parler du pouvoir des arbitres qui reçoivent leur pouvoir de l'amiable composition. Rappelez-vous tout à l'heure quand je vous ai parlé de l'arbitre de Rome, je vous ai cité ça en latin, et les obligations que les parties imposent aux arbitres, celle de prêter serment, celle de travailler un jour férié ou pas, celle de travailler dans un temps très court. Aux spécialistes des modes amiables, je ne vous parlerai pas du contrat de procédure participative, je ne vous parlerai pas du contrat ou de la convention au processus collaboratif, mais voilà d'où notre amiable est là aujourd'hui et tient
ces obligations de cet édit de Fontainebleau d'août 1790. On commence à avoir une forme de professionnalisation là. Complètement. Hmm. Ces dispositions vont être complétées toujours par un édit, ou un édit, selon comment on est du Sud ou pas, hein, on prononce tout chez moi, pris toujours à Fontainebleau en 1561, cette fois-ci plus par François, parce que je vous le dis, il est mort en 1560, mais par son successeur, Charles IX. Et dans ce texte, il encourage les parties en litige à choisir la voie d'accord et transaction, hein, c'est entre guillemets d'accord et transaction, et limite les possibilités de faire annuler un tel acte afin que les parties choisissent cette voie. Là, l'amiable prend tout son sens, il devient une décision de justice que l'on ne peut plus annuler. On sent que le roi a envie de soulager sa justice, peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas toute sa justice déployée dans son royaume, et qu'il a besoin de se consacrer à autre chose. Le 6 mars, je vous mette la bonne page du PowerPoint, le 6 mars, on fait un petit pas, hein, parce que je ne vous ai pas égrené tout ce qui s'est passé jour par jour, les choses quand même les plus importantes. Le 6 mars 1610, cette fois-ci c'est Henri IV, il avait ordonné, Henri IV, que dans toutes les villes, cours et juridictions du royaume, il y aurait des consultants et arbitres charitables qui prendraient soin des procès des pauvres gratuitement. Cette réforme majeure s'est seulement implantée en Provence, donc dans le territoire de la Provence de l'époque, et elle est restée lettre morte dans toute la France, un peu à cause du régicide qui intervenait dans la même année. En 1966, alors que l'Europe a été déchirée par une suite de conflits, et en particulier celle que l'on connaît tous, c'est la guerre de 30 ans, nous avons un sympathique auteur qui s'appelle Alexandre Delaroche, qui a écrit un ouvrage qui se nomme, entre guillemets, je vous cite son titre, « Pour éviter les procès et les querelles, ou du moins pour les terminer sans peine et sans frais ». Ça, c'est le titre de l'auteur, de l'ouvrage. Et cet auteur considère que c'est au clergé de reprendre la main sur l'ambition portée par Henri IV. On a un livre qui expose pendant 140 pages les vertus de la pratique de la médiation. Et les formules de cet ouvrage sont savoureuses. Alors, je ne sais pas si, voilà, je vous en montre un petit peu. Hop, alors, c'est vrai, on va me dire la lumière. Voilà. Je vais vous en lire quelques passages, vite fait. Vous allez m'excuser parce que notre gentil Alexandre, à l'époque, ils font pour mettre des S, ils font comme des F. Donc, il faut que je lise 2 fois pour savoir si c'est un S ou un F. Je vous donne l'exemple. Il nous dit, premièrement, que les plaideurs, quasi tous dans le cœur, voudront être d'accord si vous acceptez quelques furieux, j'aime bien comment il parle, hein. En tout cas, moi, ça me plaît beaucoup, ouards ou vindicatifs, qui oppriment le faible, la veuve et l'orphelin. Du moins, de 2 parties qui plaident, une voudra la paix, la plus faible ou la plus sage. Mais on ose le demander, de craindre que cela l'empêche, car en effet, la plupart du temps, la partie adverse recule, se vante, qu'on peut, il parle comme ça, hein, c'est pas moi je lis comme il écrit, hein, dit qu'il faut pousser à bout, et le fait, les ministres de chicane font d'ordinaire cet adduit, et y continuent. Les 2 parties donc plaident, une souhaite l'accord, mais elle n'a point d'entremetteur. Voilà l'homme de bien au bord de la piscine. Ça, c'est Paul. Qui souhaite la paix, mais il n'a point d'homme qui s'en mêle. S'il y en avait un. Pousse l'Esprit de Dieu sans intérêt et reconnu pour tel. Personne.
quasi ne le refuse roi. Ce bon curé le pratique dans un des bouts du royaume. Il n'y a point de procès qui lui échappe et qu'il accorde. Voilà comme il écrit Alexandre. Donc c'est vrai que c'est compliqué à lire parce que c'est du vieux François et que je vous dis les S. Mais j'ai bien aimé le plaideur au bord de la piscine. J'ai pensé à personne. Mais et puis ces termes qu'il emploie. En tout cas, moi j'ai vu des confrères tout de suite. Quelques furieux, avares et vindicatifs. Et c'est vraiment, c'est à lire. Si un jour vous avez le temps de le lire, cet ouvrage, il est vraiment, je dirais, marrant avec le recul qu'on a aujourd'hui. Il continue, il nous dit, il ne faut donc ni capacité, ni éloquence, ni grande adresse, il faut de la charité seulement. Qu'il ne le mette point en peine de préparer de belles harangues pour persuader le plaideur à la paix. Les misères le persuadent assez. Donc, il nous dit quand même beaucoup de choses, hein, vous l'avez compris. Ça ne sert à rien d'être grand plaideur, ça ne sert à rien d'être rempli d'adresse et d'être un grand négociateur. Pour être un bon maître de l'amiable, il faut être quelqu'un de charitable et savoir manier l'humain, comme nous l'a dit le premier il y a très longtemps pendant la Bible, il faut savoir écouter. Être bienveillant, Toujours. une des caractéristiques du professionnel amiable. Exactement. Faisons un petit pas après Alexandre Delaroche et ses vérités d'aujourd'hui, dans un monde qui devient troublé. Passons dans un temps de la Révolution à nos jours, ce monde troublé. 1789, je ne vous apprends rien, survient la Révolution française. C'est à ce premier stade où c'est que la justice civile va commencer à devenir peut-être un peu plus amiable. Au moment où il jette les bases des institutions et surtout dans les corps des constituants, ces derniers vont exprimer le plus pleinement leur philosophie judiciaire. L'Assemblée entend détruire et faire table rase du passé de l'Ancien Régime. Nicolas Bergaz, qui est député, juriste et philosophe, peut être résigné, plus que convaincu, a conclu à une nécessaire révolution. Il nous dit, ce député, « S'il nous eût été possible d'améliorer au lieu de détruire, pour reconstruire de nouveau, nous l'eussions fait, mais malheureusement, les circonstances présentes demandent un autre ordre judiciaire. Restituer la justice d'État au peuple, rappeler comme vérité première, trop longtemps falsifiée, que le peuple est bien la source de toute justice, voilà la tâche que les députés s'étaient assignée dans leur œuvre rédemptrice. Il sera mis fin aux nombreuses sources de l'ancien droit qui seront remplacées par les lois produites par les députés et votées par l'Assemblée nationale. Ces lois devront être simples, elles devront être claires, et ce, afin que les juges n'aient qu'à les appliquer. On interdit aux juges d'interpréter la loi, car interpréter la loi, c'est créer un acte de ce genre. Et créer un acte de ce genre, c'est réservé aux législateurs. Le pouvoir législatif est l'incarnation du peuple qui verra sa supériorité garantie. C'est une prémisse de la séparation des pouvoirs. À ce moment-là, les modes alternatifs reviennent sur le devant de la scène. Ils apparaissent comme une justice simple, en accord avec les idéaux de la nouvelle citoyenneté républicaine, inspirée du contrat social de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau nous l'a dit, les lois ne sont proprement que les conditions de l'association civile. Le peuple, soumis aux lois, doit en être l'auteur. Il n'appartient qu'à ceux qui s'associent
de régler les conditions de la société. Et c'est sous ce nouvel état d'esprit que la justice doit être fondée sous une sorte de bon sens citoyen empreint de raison et de sagesse. Dans les réformes de la Constituante, la conciliation va être la pierre de touche de ce nouvel édifice. La conciliation n'a pas été pensée exclusivement pour la justice de paix, mais au contraire, comme un ensemble de multiples applications allant de l'arbitrage pur et simple à l'arbitrage domestique dans les tribunaux de famille. La conciliation, elle a été conçue comme un système afin de déjudiciariser un certain nombre de litiges de faible importance ou de caractère intime dont la solution ne devait pas incomber à l'État. L'État n'avait pas le temps ou de temps à perdre avec des trucs sans importance. Et pour n'en déplaise à ceux qui se font du droit de la famille, le droit de la famille, c'était un truc qui ne devait pas incomber à l'État. Et cette volonté conciliatoire n'était pas à l'origine partagée avec la même intensité, ni au même degré par tous les constituants. Et l'on peut dire qu'elle s'est imposée progressivement. Dans un rapport du 17 août 1789, au nom du premier comité de constitution, Nicolas Bergas avait évoqué les justices de paix, mais il l'avait fait d'une manière tellement éloignée de celle de l'opinion, que celle que l'opinion avait souhaité dans les cahiers de doléances qui avaient été à l'époque remplis. Le texte de Nicolas Bergas n'a même pas été discuté. Et ce fut par son remplacement par le député Jean-Guillaume Touré à la tête du comité de la Constitution, et après un discours de cet avocat au Parlement de Rouen en décembre 1789, que le champ fut largement ouvert à la conciliation et que se dessina la future distinction entre l'arbitrage, les bureaux de paix et les tribunaux de famille. Et c'est donc sous l'influence prépondérante de ces députés Touré qu'en matière civile commence à poindre un ensemble de principes à destiner à restituer la justice d'État aux citoyens et à rendre les conflits, ou à résoudre plutôt les conflits, par les seules vertus de la raison. Et il ne devait pas en aller autrement pour la justice, comme en témoigne le député Louis Prugnon à la tribune de l'Assemblée nationale le 7 juillet 1790. Prugnon nous dit « Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société. Empêcher le procès, c'est la première. Il faut que la société dise aux partis, pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. J'espère qu'en passant, vous y transigerez. » Mais c'est excellent tout ça. N'est-ce point? Ils étaient quand même pas bêtes à l'époque. Du coup, de tout ce cheminement entre les idées, le Rousseau, les doléances de nos citoyens et cette évolution, l'Assemblée décrète par les lois des 16 et 24 août 1790 que le monde judiciaire sera reconstitué en son entier. Ces lois, elles vont organiser la justice en général et plus particulièrement la justice civile en l'allégeant et en la simplifiant par des procédures dont on disait qu'elles formaient le plus accablant de tous les impôts. Les lois du 16 et 24 août 1790 vont créer 3 sortes de juges. Les juges, proprement dit, l'arbitre et le juge de paix. Dès l'article 1er de cette loi, il est fait appel en priorité à l'arbitrage. Celui-ci est reconnu comme étant, et je vous cite l'article, le moyen le plus raisonnable de terminer les contestations entre citoyens. Et le pouvoir législatif ne peut porter aucune atteinte à cela.
Ces arbitres devaient être de simples particuliers, pas de juristes, on n'a pas déjà, on ne voit pas la qualité nécessaire. Ils étaient entourés de l'estime et de la confiance de leurs proches, dont la vocation serait de connaître les intérêts privés dans tous les cas, dans toutes les matières et sans exception. C'est l'article 2 de cette loi. Se décidant non d'après les lois, mais d'après la pure équité, ils pourront proposer des compromis exécutoires sur simple ordonnance du président du tribunal du district. Rappelez-vous comment aujourd'hui nous obtenons que nos décisions de matière gracieuse deviennent exécutoires. Par requête au tac, 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 tac. Je vous laisse compléter par le code de procédure civile. Et en principe, nos jugements, nos décisions qui sont devenues exécutoires sont exclusives de tout appel. Sauf si dans notre contrat, toujours pareil, les parties saisissent l'arbitre et décident par un contrat de déterminer les obligations des uns et des autres, si elles ont prévu l'éventualité, si la décision de leur arbitre ne leur satisfait pas aux deux, de partir en appel. Les constituants comptaient beaucoup sur l'arbitrage parce qu'ils voyaient, par le recours à ces hommes choisis pour leur vertu, pour leur esprit arrangeant, le retour aux vraies données de la nature, aux notions de morale, aux notions d'équité, à la primauté, à la paix, à la fraternité, sur la prétention chicanière de droits équivoques. Et Saint-Just ira même jusqu'à imaginer que la loi puisse imposer une déclaration officielle d'amitié. Il nous dit, Saint-Just, que cette déclaration officielle d'amitié, elle pourrait être renouvelée tous les ans pendant le mois de Ventose. Et on pourrait donc aussi prévoir que les amis ne pourraient plaider entre eux. En même temps, les constituants fondaient de grands espoirs dans les juges de paix, auxquels ils avaient consacré le titre 3 de la loi des 16 et 24 août 1790. Le nom même de juge de paix enchanté. Prunion dira « ce mot fait du bien au cœur ». C'est tout dire. La discussion préparatoire a montré que la plupart des députés voulaient une justice de paix à la française, essentiellement à vocation rurale, pour répondre aux désirs des habitants des campagnes d'obtenir une justice rapide, facile, pour ainsi dire domestique, qui n'exige pas l'appareil d'une procédure ruineuse et qui ne demande pas d'autres lois. Et nos campagnards surtout voulaient une justice qui leur permette de, comment dit-on, d'être si proches qu'ils pourraient ne pas avoir à se déplacer au fin fond du royaume et qu'ils pourraient avoir la décision dans la journée. L'accord qui devait sortir de cette justice de paix se fit pour attribuer une double fonction civile à cet homme que l'on disait de bien ami de la justice et ami de l'ordre. Soit il jugeait comme un juge, soit il conciliait comme un juge. Dans les années 60 et... souvenez-vous de votre code de procédure civile, tac, 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 on va y revenir. Et c'est pour vous montrer un peu ce pendant, pas ce pendant tout accroché, mais ce pendant en demi. Comme l'avaient souhaité les constituants, la raison d'être du juge de paix, c'est d'arrêter le procès à ses sources. Le juge avait 2 assesseurs, il formait un bureau de paix et de conciliation, dont la tâche première exclusive, c'était de tenter un arrangement. La loi confiait aux électeurs le soin de désigner les juges de paix, qui étaient élus pour 2 ans, aux soins des assemblées primaires. Là, on est vraiment sur une justice. Le juge n'est pas nommé par
l'État, le juge est nommé par le peuple. Avec les bureaux de paix, la philosophie conciliatrice anime la révolution judiciaire. Il s'agissait pour les constituants de guérir leurs semblables d'un mal pernicieux et néfaste, de les soigner de la fureur ou de la folie, à moins que ce ne fût de la folie furieuse de plaider qu'engendre la passion agitée ou l'amour-propre froissé. Je reprends un peu ce que disait Alexandre dans son vieux François. L'importance de cette obligation de conciliation préalable a paru si grande aux hommes de la Révolution qu'ils en firent la règle de la Constitution de 1791, article 6, chapitre 5. Et elle est rappelée dans l'article, je me souviens, 215 de la Constitution de l'an 2 et réitérée dans des termes très explicites dans la Constitution de l'an 8. Mais comme les révolutionnaires se méfiaient des juges, ils vont se méfier des arbitres et leur imposer des règles de plus en plus nombreuses, à tel point que l'arbitrage va devenir un dispositif de justice publique. Souvenez-vous qu'on est dans ce grand pan de l'histoire, la Révolution française de nos jours, et que on fait des petits sauts de puce. On va faire un petit saut de puce parce qu'on va arriver dans une période très troublée. Malheureusement, la superbe cité, comme disait Treillard, que les constituants avaient bâtie, la cité c'est la justice, avec tant de foi et d'enthousiasme, avait commencé à être désertée. Et dès 1791, les justiciables avaient vite reconnu les accents de l'Ancien Régime et retrouvé les vices et les lenteurs d'un temps qu'on leur avait promis révolu. Pendant la Terreur, la justice civile ordinaire a continué à fonctionner et les procédures conciliatoires vont être conservées par la Convention. Et dans ce régime politique écartelé, dans cette république déstabilisée, la justice, elle part avec un handicap indiscutable. Elle doit retrouver la confiance des justiciables et surtout, elle doit retrouver un fonctionnement plus serein. En 1795, Boissy d'Anglas précise qu'il faut rompre avec ce qu'il appelait l'organisation de l'anarchie, c'est-à-dire la justice entre les mains du peuple, car pour lui, si le pouvoir judiciaire est trop fort, c'est ce qu'il nous dit, il sera un tyran. Et s'il est trop faible, il laissera flotter au hasard de l'autorité protectrice que la société lui confie. Et dans tous les cas, la liberté sera violée. Ce que nous dit ce gentilhomme, c'est qu'il faut un équilibre. Pas trop de pouvoir à l'État, pas trop de pouvoir au peuple. Parce qu'à un moment donné, quel que soit celui qui détiendra le pouvoir, eh bien, nous allons basculer vers une anarchie et malheureusement, la liberté en subira les affres de ce déséquilibre. Et on voit donc poindre une nouvelle organisation judiciaire qui va se mettre en place, oubliant les bases mises en place par la Révolution et par la Constitution de 1791. Mais, comme dans toute période, un peu en train de naître ou en train de se constituer, on va entendre des voix s'élever un peu partout. Ces voix, ce sont celles du peuple. Le peuple, il veut une justice prompte, je vous l'ai dit. Il veut une justice qui n'est pas coûteuse. Il veut une justice proche de chez lui. Parce que le peuple, il bosse. Le peuple, il n'a pas de temps à perdre. Le peuple, il est dans les champs. Il se lève tôt le matin quand le soleil se couche. Il travaille au rythme de la météo. Il travaille au rythme de ses bêtes. Et il ne peut pas perdre de temps à aller d'un tribunal à un autre. Et il veut, le peuple le dit, que dans la même journée, il puisse aller au tribunal. Il puisse revenir chez lui. Et il le dit, entre deux soleils. On va voir arriver en 1791 Napoléon Bonaparte. Et le retour de Napoléon marque le retour de l'ordre. Pour Bonaparte, la Révolution a beaucoup trop fait parler. Elle a beaucoup trop imaginé et la réalité
a donné de bien cruels rendez-vous à la vérité. Désormais, la Constitution de l'an 7 ne fera plus référence au pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire. On va cette fois-ci parler d'autorité judiciaire. Regardez la différence, hein, l'emploi des mots. On parle de la même chose, mais cette fois-ci, on ne parle plus de pouvoir, on parle d'autorité. Bonaparte a été proche de Robespierre, mais il n'entend donc pas renoncer aux acquis de la Révolution. Et on le connaît, hein, Napoléon, qui ne connaît plus Napoléon Bonaparte, Napoléon, avec ses idées et ses acquis de la Révolution, graver dans le marbre du Code civil l'égalité, notamment successorale, et la liberté, celle de se marier, celle de divorcer, celle de pouvoir acquérir des terres. Et la sauvegarde de ces libertés, eh bien, elle va nécessiter un sacrifice, celui des libertés politiques, qui sont perdues. Et c'est dans cet état d'esprit que le droit et la justice vont être réformés. Le 21 mars 1804, ou pour les puristes, le 30 Ventose en 3, Bonaparte, triomphant en nouveau justinien, promulgue le Code civil des Français. Souvenez-vous, en 1808, on va voir apparaître le Code napoléonien. Et en écho à cette appropriation du Code par Napoléon, le sculpteur Simard, qui réalisa sous la monarchie de Juillet le relief qui est sous le Code civil qui est au tombeau des Invalides, fit inscrire cette phrase qui appartient à Napoléon. Mon seul code, par sa simplicité, c'est bon la retrouver, mon seul code, par sa simplicité, a fait plus de bien en France que la masse de toutes les lois qui m'ont précédé. Tout ça, ça veut tout dire. On reconnaît bien la Napoléon. Oui, on reconnaît bien certains autres qui l'ont succédé. Et donc, revenons à nos modes amiables. Le préliminaire de conciliation a été maintenu dans le Code de procédure civile, parce que je ne saurais vous le rappeler que c'est quand même Napoléon Bonaparte qui est à l'origine de notre Code de procédure civile de 1806. Et donc, je vous disais, le préliminaire de conciliation est maintenu dans le Code de procédure civile, à l'article 48, et en ces termes, je vous le cite, « Aucune demande introductrice d'instance ne sera reçue dans les tribunaux de première instance que le défendeur ou les parties, d'un commun accord, n'aient été préalablement appelés en conciliation devant le juge de paix. » Cette formule péremptoire ne doit pas faire illusion. En effet, la loi du 27 Ventose en 8 sur la nouvelle organisation de la justice avait mis en place un système dans lequel les magistrats, qui étaient nommés par le pouvoir exécutif, étaient investis par la loi de la fonction régalienne de juger. Car, je vous explique pourquoi donc ça n'avait pas beaucoup fait illusion, parce que selon la formule de Bonaparte disait « l'heure n'était plus aux niaiseries ». Et quand il parlait de niaiseries, il entendait la justice citoyenne et les mardes. C'est pour ça qu'il a gardé cette conciliation préalable pour tenter encore de garder ce côté un peu révolutionnaire et de faire croire au peuple qu'il était encore à son écoute. Mais quand il était dans l'alcôve de son cabinet et qu'il parlait avec Fouché, et c'est dans les mémoires de Fouché qu'on retrouve cette phrase, il disait que la conciliation, que l'heure n'était point aux niaiseries, et il parlait donc de nos sympathiques mardes. Et au cours des débats donc, sur le code de procédure civile, bien que le rapporteur de l'époque, qui s'appelait Jean-Baptiste Treillard, se soit montré favorable à la conciliation, elle est apparue, cette conciliation, comme une vaine formalité. Et elle est vraiment passée très, très, très près d'être supprimée dans le Code de procédure civile. Ce qui lui a sauvé la peau à la conciliation, c'est qu'elle avait été inscrite dans la Constitution de 1791, je vous en ai parlé tout à l'heure, et que du coup, ils n'ont pas pu la supprimer.
comme nos juges de paix d'ailleurs. Et souvenez-vous, qui êtes tous de grands littrés, Balzac nous parle du petit juge qu'il dépeindra, qui était devenu avec le temps une espèce de petit homme à tout faire. Et donc, le Code de procédure civile a laissé au juge de paix le soin de conduire les tentatives de conciliation, mais d'une manière très, très encadrée, puisque Napoléon ne voulait pas donner plus de pouvoir au peuple et que lui, l'ordre, c'était tenir les pouvoirs. La conciliation, elle a pris une allure procédurale qui va vous rappeler, si vous ne vous êtes pas endormi depuis que j'ai commencé, la litis contestatio et la procédure formulaire de Rome. Souvenez-vous, à ce moment-là, la litis contestatio et la procédure formulaire, c'est la même chose. Hein. Le demandeur saisissait le juge en indiquant dans un formulaire ses prétentions et il transmettait tout ça au magistrat et à son adversaire. Eh bien là, nous sommes dans la même situation. Il y avait obligation pour le demandeur de faire délivrer au défendeur une citation par un huissier dans un délai de 3 jours avant la pseudo-audience. Les parties devaient comparaître en personne, mais si elles avaient un empêchement, elles pouvaient se faire représenter par un fondé de pouvoir. Au cours de cette audience, notre juge de paix devait tenter de concilier les parties. Et si il ne pouvait pas arriver à cette fin, il délivrait un certificat de non-conciliation qui leur permettait de poursuivre leur action devant le tribunal civil compétent. Donc, Ça nous rappelle quelque chose. Oui. Ça nous rappelait le passé et l'avenir. Alors, par ce processus, les juges ne pouvaient être saisis que par une citation d'huissier et ils ne devaient se prononcer qu'en plein contentieux. Et cette situation a beaucoup déplu aux juges de paix qui finalement n'avaient plus beaucoup d'actions parce qu'ils se sont rendus compte que leur activité conciliatrice elle était réduite à peau de chagrin. Aussi, dans certains cantons, ils ont commencé à interdire aux huissiers de délivrer une citation et ils envoyaient eux-mêmes une lettre aux parties et ils les convoquaient de manière officieuse. La loi du 25 mai 1938, en son article 17, porte la réforme de la justice de paix. Et elle a intégré ce qui a été appelé la petite conciliation. Précédemment, cette conciliation était obligatoire. Là, on va la mettre de manière facultative. Tout à l'heure, je vous ai dit, nous avions une citation, la pratique légale a été détournée et nous avions une simple lettre. La loi a intégré la lettre recommandée. Les juges de paix convoquaient les parties par lettre recommandée. Ils allaient devant le juge de paix et ils validaient ou pas leur accord. Si il y avait conciliation, on signait un procès-verbal de conciliation et sinon, eh bien, on partait vers le contentieux. À cette époque-là, vers 1840, un juge de paix de canton traitait en moyenne 630 dossiers de conciliation, soit à peu près, quand on regroupe l'ensemble des juges de paix, 3,5% de la population adulte, ce qui faisait beaucoup. Oui. Nous avons ensuite la loi du 2 mai 1855 qui va rendre cette petite conciliation obligatoire. On est dans le Second Empire. Ensuite, nous allons passer à la loi du 9 février 1949. Cette loi, elle va supprimer le préliminaire de la conciliation tout en conservant la petite conciliation. Et là, on va faire, vous avez vu, on a fait un grand pas hein, tout d'un coup. On a sauté ce temps. Ben oui, on a sauté. En fait, ils se sont battus. Il y a eu une première guerre qui a pris un certain temps. Il a fallu reconstruire. On ne s'est pas préoccupé de la justice. On a eu une deuxième guerre qui nous a un petit peu occupés aussi. Donc,
Bon, les uns étant à droite, les uns étant à gauche. Bon, vous avez compris. Tout s'explique. 1900, décidément, je vais y rester. 1958, Michel Debré profite de la loi sur les pleins pouvoirs pour réaliser rapidement la réforme de la justice. Il s'agit de valoriser l'autorité, la loi, de rationaliser et de professionnaliser la justice, notamment en supprimant les tribunaux. Ce qui avait constitué l'originalité des justices de paix, la conciliation, la transaction, vous avez bien compris que c'est considéré comme un abus qui permettait à de nombreux litiges d'échapper au contrôle de la justice, au contrôle de l'État. Et donc, les justices de paix sont supprimées et qui on voit naître le tribunal d'instance. Nous arrivons dans les prémices de ce que l'on connaît, 1975, le nouveau code de procédure civile, la volonté de trouver un amiable est à nouveau mise en avant. La conciliation en matière civile refait son apparition. Elle figure dans les principes directeurs et l'article 21 du Code confie expressément au juge, et vous le savez mieux que moi, il nous dit cet article, il entre dans la mission du juge de concilier les parties. La formule péremptoire est déclinée aux articles 127 à 131 du nouveau Code de procédure civile. On nous dit les parties peuvent se concilier d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge tout au long de l'instance, au lieu et au moment que le juge trouve favorable. La conciliation est constatée dans un procès verbal, souvenez-vous de celui dont je vous ai parlé au tout début, dont les extraits peuvent valoir titre exécutoire. Exemple, notre procès d'acceptation du divorce, ou tous ces procès verbaux que nous avons connus lorsque nous allions dans nos tribunaux d'instance, aux audiences foraines, où il y avait la première audience de conciliation et ensuite, entre guillemets, le plein contentieux. Enfin, devant le tribunal d'instance, la petite conciliation des juges de paix a repris du service sous l'aspect d'une demande aux fins d'une tentative préalable de conciliation. C'était l'article 830 du nouveau Code de procédure civile. 1976, on va trouver on est dans le gouvernement de Raymond Barre, et le règlement amiable des différends commence à sortir un peu des cartons. En tout cas, il y en a un qui retrouve un bout de l'amiable, c'est Olivier Guichard, qui est à ce moment-là ministre de la Justice, et il cherche à faciliter l'accès à la justice. Et ce projet de Guichard ne va pas prendre corps de manière législative, par une loi, un décret, une circulaire. Il va prendre corps en 1977 par une simple note d'information de la chancellerie qui sera publiée dans la revue des huissiers et qui annonçait dans 4 départements la nomination de quelques conciliateurs. Le syndicat majoritaire de la magistrature, l'Union syndicale, disait de ce projet, je vous donne les propos de ce cher syndicat, ce projet est un gadget et dans ces circonstances, il peut se révéler un outil dangereux. Hein, tout est dit. Mais bon, nous sommes le 20 mars 1978, par décret, Alain Peyrefitte, à l'époque garde des Sceaux, ministre de la Justice, donné par 10 articles, un cadre statutaire à la conciliation, c'est le décret relatif au médiateur. 25 février 1993 est promulgué au journal officiel un décret qui a posé les exigences des compétences et de diplômes que devaient tenir les conciliateurs. Là, parfois, on commence à se dire qu'on est un hamster qui est dans sa roue et tout d'un coup, on est dans cette espèce de... Ça arrive de partout, là. Hein. Il va nous tomber des lois, des arrêtés, des décrets un peu partout. Profusion. La loi Meignery du 8 février 1995 sur l'organisation judiciaire, qui a ensuite décliné par un décret du 22 juillet 1996, qui a changé la donne en matière de modes amiables.
pour pour faire face, on va dire. Hein, on commence à voir à quoi les modes amiables vont servir. Pour faire face à une inflation considérable de tâches assumées par les juges, eh bien, il faut des petites mains. Et moi, je dis toujours, quand on regarde chez Dior, certes, il y a celui qui crée la robe, certes, il y a peut-être le beau mannequin qui la porte, mais il y a surtout les petites mains qui créent la robe. Et si on n'a pas les petites mains, eh ben, la robe de Dior, il peut avoir le plus beau mannequin du monde et avoir le plus bel esprit créatif du monde. Ça sera la robe qu'on trouvera prête à porter grande surface. Donc, les petites mains que nous sommes ont assisté nos magistrats qui étaient débordés, les pauvres. Et ces petites mains spécialisées, ce sont des tierces personnes à qui les juges vont déléguer des compétences. Ces dispositions ont permis donc au juge d'instance de désigner un conciliateur pour le suppléer dans la tentative préalable de conciliation. Et toujours dans le but d'alléger les tâches de notre sympathique magistrat, est entré dans la résolution des conflits le médiateur. 1999, au nom du principe fondamental du libre accès à la justice, le Conseil européen a invité les États membres à développer les modes alternatifs de résolution des conflits. 2002, on va avoir la présentation par la Commission de l'Union européenne du livre vert. 2007, hop, je tourne ça chez lui. Ah, merci, oui. Ouais, je vais un peu plus vite que mon... Je ne peux pas faire trois choses à la fois. 2007, on a l'avis et les débats qui sont tenus devant le Parlement européen. Et puis, on a le 18 janvier 2008, notre ministre de l'époque, Christiane Taubira, qui va installer la commission qui va porter le nom du recteur et du professeur de droit Serge Guinchard, avec pour but de réfléchir à une nouvelle répartition des contentieux et surtout la déjudiciarisation, que c'est pas beau ça, de certains. On va voir entre-temps, va arriver ensuite la directive le 21 mai, la directive européenne sur l'accès à la justice, dont la médiation est devenue une activité créatrice de services et d'emplois. Et le 30 juin 2008, la commission Guinchard remet son rapport à la garde des Sceaux de l'époque, Rachida Dati. Ce document porte un titre qui est formidable, hein, on le connaît tous, l'ambition raisonnée d'une justice apaisée. Il faudrait prendre le temps, je crois que ça pourrait même faire lieu d'une grande étude, de se poser vraiment sur chaque mot employé et sur le sens de ces mots tel qu'il est employé, parce que voilà, ça me fait toujours rêver. Ce document donc porte 65 propositions. Parmi ces 65 propositions, 34 sont en matière de déjudiciarisation et d'allègement procédural. Ce sont les propositions 32 à 65 et les propositions 47 à 52 portent exclusivement sur le développement des modes amiables de règlement des litiges. Je pourrais vous les citer, mais il me semble que vous êtes capable d'aller les lire, parce que ce rapport est à libre disposition. Mais sinon, je peux vous les énumérer. Ça ne me semble pas nécessaire au regard du temps qui tourne. On va avoir ensuite, le 1er octobre 2010, un décret qui va être relatif à la conciliation et à la procédure civile. Ici. Le champ d'intervention des conciliateurs par délégation du juge a été étendu. Ils sortent du préliminaire de la conciliation de la procédure d'instance où on les avait cantonnés pour intervenir tout au long de la procédure à tous les niveaux de juridiction, des juridictions civiles, sous le contrôle du juge, dont ils deviennent un véritable collaborateur. Nous avons ensuite la loi 2010 du 16 décembre, dite loi Béteille, qui est relative
à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires. Et cette loi, qui ne porte absolument pas dans son titre ce qu'elle va faire, elle crée au chapitre relatif à la profession d'avocat et plus particulièrement en son article 37, la convention de procédure participative. Il faut vraiment être fouineur pour trouver les modes amiables dans les législatives. Cette loi, elle avait été proposée en 2008 par Laurent Béteille, cette loi porte son nom, et elle avait pour but, cette loi, de restaurer la confiance des Français dans la justice. Donc, vous voyez, quand on a besoin de restaurer la confiance des Français dans la justice, on crée des modes amiables. Et à l'époque, il n'y avait pas encore la mention à la procédure participative. C'est un sénateur qui s'appelle François Zocchetto, qui, dans un rapport de janvier 2009, va faire apparaître donc, dans ce chapitre relatif à la profession d'avocat un chapitre dans lequel il va indiquer que la profession d'avocat va avoir pour mission de favoriser le règlement amiable des litiges et que ce domaine dans lequel l'avocat interviendra ne concernera aucun litige ayant trait à l'État ni à la capacité des personnes. Et la commission des lois, lorsqu'on étudie donc cette législation, indique que dans ce type de règlement, la dynamique se transforme, le sujet devient juge de ses intérêts, sa passivité est remplacée par sa responsabilité et son activité. Donc, on change de paradigme. L'article 37 de la loi Béteille modifie le Code civil et introduit, enfin, le titre 12 de la Convention de procédure participative et les articles 2062 à 2068 du Code civil. Le 16 novembre 2011, l'ordonnance sur la médiation européenne est transposée en France. Ce texte opère une novation importante en créant dans le Code de procédure civile, in fine, un article 5 consacré à la résolution amiable des différends. Et sous cette dénomination sont regroupées conciliation extrajudiciaire pratiquée par les conciliateurs de justice, la médiation conventionnelle et la procédure participative. Je crois que c'est là que certains commencent à découvrir les modes amiables. Janvier 2012 est promulgué le décret relatif à la résolution des différends qui fait vraiment entrer dans le Code de procédure civile la notion de résolution amiable des différends. On a donc le livre 5 qui apparaît dans le Code de procédure civile aux articles 1528, 1568 et la procédure participative se voit consacrer un titre 2 aux articles 1542 à 1564. Nous avons le 4 février 2013 une réflexion qui est confiée à Pierre Delmas-Goyon, qui est le premier président de la Cour d'appel d'Angers, sur l'office du juge. Ce dernier va organiser un groupe de travail qui s'inspire largement des analyses du rapport de l'Institut des hautes études sur la justice, qui avait en 2013 produit un rapport sur la prudence et sur l'autorité, et en partageant la conviction que c'est par le changement de mentalité, plutôt que par un empilement de textes, que l'on obtiendra des avancées significatives. Ce rapport a défini un plan d'action. Rendre le citoyen davantage acteur de son litige, d'où la nécessité d'avoir des procédures de résolution amiable de litige, le recours aux solutions négociées entre avocats, les audiences virtuelles et l'information par voie électronique, puis organiser le fonctionnement de la justice au service du citoyen. Tout ça, vous irez voir, on le connaît. On a ensuite cet enchaînement de lois, de décrets dans lequel on est. Là, moi, je dis c'est le hamster dans cette espèce de roue de loi. Loi du 18 novembre 2016 sur la modification de la justice qui modifie le décret de 2012.
Cette loi a pour finalité de moderniser le service public de la justice et de simplifier le quotidien des citoyens, heureux hommes que nous sommes. Par ces motifs, le Sénat précise: la justice doit être en phase avec les évolutions de la société et davantage tournée vers le citoyen pour répondre à ses attentes et de lui permettre d'être plus en capacité d'agir pour défendre ses droits et résoudre ses litiges. L'objectif de la loi, vous l'avez compris, c'est de favoriser les MARD et la procédure participative. Et dans cette optique, les MARD sont favorisés dans le titre 2, qui lui est entièrement consacré. Et l'article 4 de cette loi prévoit, vous avez déjà, on y a tous sué dessus, à peine d'irrecevabilité, le juge peut d'office la saisine du tribunal d'instance de Patin-Couffin. Vous reviendrez à vos cauchemars précédents. La loi du 23 mars 2019, dite loi de programmation et de réforme de la justice, encourage le recours au MARD. Le 11 décembre 2019 est promulgué le décret réformant la procédure civile. Et ce décret nous dit dans son article 3, à peine d'irrecevabilité, la demande doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative lorsque le montant du litige n'excède pas 5 000 € ou lorsque nous sommes en matière de conflit de voisinage. Le 18 décembre 2020, notre profession d'avocat sait que les modes amiables sont nécessaires et qu'ils font partie de notre vie d'avocat de paix, parce que c'est quand même notre fonction, ce n'est pas de la guerre, mais c'est la paix. Et nous avons dans notre règlement interne national l'article 6 qui définit notre mission d'examiner avec notre client toutes les solutions apaisées et pas apaisées qui pourront lui permettre de trouver une solution au litige. Je vous rappelle juste aussi, par cet article 6, que le Conseil national des barreaux reconnaît l'avocat praticien au processus collaboratif et qu'il permet à cet avocat qui a suivi une formation adéquate de mettre ce titre sur son papier en tête. C'est bien quand on est un avocat de l'amiable de le savoir. Vous me direz jamais 203, après un premier décret de réforme de la procédure civile le 11 décembre 2019, un deuxième le 27 novembre 2020, patatrac, boum boum, un troisième décret le 11 octobre 2021 qui réforme la réforme de la réforme, soit la réforme au cube si vous faites des maths. Et on a donc le 11 octobre 2021 le décret relatif à la procédure d'injonction de payer, aux décisions en matière de contestation des honoraires d'avocats, modifiant les dispositions du Code de procédure civile. Et à l'origine de ce décret, les penseurs de la procédure participative de mise en état avaient cru bon prévoir que la signature de la convention vaudrait renonciation pour les parties de se prévaloir d'une fin de non-recevoir. Et cette difficulté de se prévaloir d'une fin de non-recevoir faisait que de nombreux avocats n'utilisaient pas cette voie-là. Et donc, pour corriger le tir et encourager les praticiens que nous sommes à opter pour cette mise en état déjudiciarisé, le décret du 11 octobre 2021 transforme la renonciation automatique aux fins de non-recevoir en une faculté. Et c'est donc l'alinéa de l'article 1546-1 du Code de procédure civile qui nous dit cela. Donc, ce décret précise l'articulation entre l'obligation de tenter un mode amiable préalable à la saisine du juge et la possibilité de saisir la juridiction d'une demande de conciliation. L'article 2-2, deuxièmement, interdit désormais le recours à une procédure judiciaire de tentative préalable lorsqu'un mode amiable doit être tenté. Il ajoute un alinéa à l'article 820 du Code de procédure civile. La demande en justice peut être formée aux fins de tentative préalable de conciliation, hors les cas
dans lesquels le premier alinéa d'article 750-1 s'applique. Cette modification, n'oubliez pas, est entrée en vigueur au 1er novembre 2021. Et nous avons enfin, je ne vous l'ai pas mis sur le PowerPoint parce que j'ai pensé à ma conclusion et j'ai, comme tous les gens bien pensants, j'ai fait autre chose. La dernière loi en la matière, en tout cas que je connais, c'est la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance en l'institution judiciaire. J'adore comment ils mettent des titres aux lois, c'est tellement révélateur, qui a créé le Conseil national de médiation et qui donc professionnalise l'activité du médiateur. Pour conclure, très vite, puisque je suis déjà en retard, mais ça prendra 2 minutes, je vous rappellerai Prudhon, qui nous disait, en 1790, rendre la justice n'est que la seconde dette de la société, empêcher le procès, c'est la première. Vous aurez compris que le législateur, Lato Sensus, a repris régulièrement cette double idée, développer les modes de résolution des conflits, inciter à recourir au procès en amont. Je me permettrai de finir en vous citant une citation de Gérard Cornu dans la revue internationale de droit commercial qui disait « Le droit est-il capable d'instituer la paix ? Est-il en son pouvoir, comme un roi dérisoire, parler au soleil, d'ordonner à la sagesse de se lever ?» Magnifique. Je dois conclure. Un immense merci, Françoise, et toutes nos félicitations pour cet exposé extrêmement clair et extrêmement passionnant de l'histoire des modes amiables. Je crois qu'on en a pris plein, là. C'était extrêmement dense. Un grand merci. Je ne peux pas nous mettre en retard. Il est un petit peu plus de 20 heures. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous donc le 12 mars de mémoire pour le prochain webinaire. Et je vous souhaite une bonne soirée et un excellent week-end. Et encore merci à toi, Françoise. Merci à vous. Au revoir tout le monde. Au revoir.